Bonjour à tous, un sujet qui me tient particulièrement à cœur aujourd'hui, nous allons parler d'acoustique des salles. Alors, c'est peut-être un peu étrange dans le contexte actuel de parler de salles de concert, mais en même temps c'est aussi intéressant de se reposer des questions, de regarder ça à tête froide, parce que nous, on reçoit régulièrement des courriels de spectateurs un peu déçus de l'expérience sonore qu'ils ont pu vivre dans une salle, et donc reposer un petit peu le débat, sachant qu'il y a pas mal d'idées préconçues sur le domaine. Voilà un champ intéressant à explorer dans le cadre de cet épisode 7, déjà, de Démystifions l'audio et l'acoustique. Nous allons partir de choses simples pour démarrer, pour bien poser le débat, et au fur et à mesure, nous allons rentrer un peu plus finement dans le sujet. Alors, justement, pour démarrer, je vous propose de faire une expérience assez simple que vous avez peut-être déjà réalisée. Vous pouvez faire ça chez vous, que vous soyez en appartement ou en pavillon. Alors, si vous êtes en appartement, il vous suffit de passer d'une pièce à l'intérieur jusqu'à votre balcon, ou alors depuis votre hall d'immeuble dehors. Et si vous êtes en pavillon, de sortir sur votre terrasse ou de sortir dans la rue. L'expérience que vous allez faire, c'est de parler en même temps que vous faites ce déplacement. Et vous allez parler et vous écouter. Et donc, en parlant, vous êtes à l'intérieur de la pièce, et en sortant, vous continuez à parler et à écouter ce que vous entendez. Et vous allez pouvoir remarquer deux choses. Une première qui est assez évidente, une première chose assez évidente, qui est que le niveau de votre voix va baisser entre le contexte intérieur et extérieur. Et si vous écoutez un peu plus finement, vous allez même pouvoir vous rendre compte que la coloration, si je puis dire, de votre voix va varier entre votre écoute à l'intérieur et votre écoute à l'extérieur. Une autre expérience que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de vivre, c'est lorsqu'on rentre dans un appartement vide ou dans une grande pièce, on a des phénomènes d'écho, voire de réverbération, voire si vous discutez avec une personne qui est dans la même pièce que vous pouvez avoir du mal à comprendre ce qu'elle dit. Donc là, on touche du doigt les premières problématiques en lien avec l'acoustique des salles. Mais poursuivons. Voyez cette violoniste dans ce champ de blé. Donc si vous vous trouvez vous également dans ce champ de blé, vous allez entendre cette violoniste jouer son morceau de musique. Vous allez entendre pourquoi ? Parce qu'il y aura un son direct qui proviendra du violon, qui viendra vers vous, et il y aura également du son légèrement réfléchi sur le sol, voire un peu de diffusion au travers des champs de blé. Alors on est presque dans un contexte semi-anéchoïque. Alors semi-anéchoïque, ça veut dire sans réflexion, sauf au niveau du sol. Et anéchoïque veut dire sans réflexion du tout. Bon, là, avec le champ de blé, il se passe d'autres phénomènes, mais ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez pouvoir écouter cette violoniste sans problème, vous allez avoir son chant direct. Maintenant, si vous placez cette violoniste dans une pièce, vous aurez toujours le chant direct du jeu de cette violoniste au travers de son violon, mais vous aurez également les réflexions sur les parois de la pièce. Alors une première réflexion, une seconde réflexion, et puis ensuite toutes les réflexions vont se mélanger, ce qui va créer ce qu'on appelle de la réverbération. En fait, c'est toutes ces réflexions qui créent un chant diffus. Donc on peut tout à fait écouter quelqu'un qui va jouer d'un instrument de musique dans une pièce sans réflexion. Mais en réalité, il va vous manquer quelque chose. Il va vous manquer l'effet de la pièce. À la fin du 19e siècle, le physicien américain Wallace Clement Sabine a déterminé par l'expérience une formule vraiment très simple qui permet de déterminer le temps de réverbération d'une pièce. Et donc ce temps de réverbération est calculé à partir du volume de la pièce et du coefficient d'absorption de ses parois. Ce temps de réverbération, qu'on appelle en général TR60, définit à partir de quel moment on n'entend quasiment plus rien. En fait, il y a une réduction de 60 dB de la source sonore une fois arrêtée. Combien de temps ce son fait pour disparaître ? En effet, je vous ai parlé de son direct, je vous ai parlé de première réflexion, je vous ai parlé de réverbération, mais dans une pièce se passent aussi des phénomènes de diffusion, d'absorption, en fonction de comment est constituée la pièce. Donc si je reviens à l'exemple de ma violoniste,
dehors, vous allez entendre le son direct, et à l'intérieur, vous allez entendre l'ensemble de ces réflexions, une partie du son qui est absorbée, de la réverbération. En fait, ce que vous allez entendre, c'est ce qu'on appelle l'effet de salle. Et c'est très important, cet effet de salle, lorsqu'on écoute de la musique en particulier, parce que ça va rajouter une coloration à l'œuvre. Alors, c'est même tellement important que ça peut aussi modifier la manière dont va jouer le musicien. Et oui, le musicien peut être amené à jouer différemment en fonction de l'acoustique du lieu. Alors, j'entends souvent parler que les cathédrales ont une superbe acoustique. Mais avez-vous remarqué que dans les cathédrales, en général, les pièces qui sont jouées sont lentes? En fait, c'est parce que le musicien s'adapte à l'acoustique du lieu. En effet, dans les cathédrales, vous avez dû remarquer que la réverbération était assez importante. En fait, le temps de réverbération dans une cathédrale est de plusieurs secondes. Et donc, si vous vous mettez à jouer une pièce rapidement, eh bien, les ondes vont se mélanger et vous allez perdre un peu de finesse dans l'écoute. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas quelques pièces ou quelques parties de pièces d'orgue qui se jouent rapidement. Mais on est clairement dans un cas de figure où la manière dont joue l'artiste, l'organiste, est complètement liée à l'acoustique du lieu. Donc les compositeurs se sont adaptés à cette acoustique. Alors ça me fait souvent sourire quand j'entends des musiciens, voire des artistes qui disent moi j'adore l'acoustique dans les églises, ou je vais jouer parce que l'acoustique dans les églises sont fabuleuses. En fait, la réalité, c'est que c'est quand même très lié à ce que vous allez jouer dans ce lieu-là. Alors, il convient de noter aussi que ce temps de réverbération, qui peut être de plusieurs secondes dans une cathédrale, ne suffit pas à caractériser la qualité acoustique d'un lieu. En général, on veut des temps de réverbération qui soient faibles, mais il y a d'autres choses qui sont importantes pour amener à avoir une bonne acoustique dans un lieu. Alors en France, on a de la chance parce que ces dernières années, nous avons eu deux superbes salles de concerts qui sont sorties de terre. Une qui est l'auditorium de Radio France et l'autre qui est la Philharmonie. Je dis qu'ils sont super parce qu'en fait, elles ont été conçues en pensant acoustique du lieu. Ce qui n'est pas toujours le cas. Souvent, quand on construit un lieu pour écouter de la musique, eh bien, on se préoccupe pas trop de l'acoustique, mais plutôt du coût, et puis aussi du look de la pièce. Le look est important, parce que quand vous regardez la Philharmonie, elle est très particulière d'un point de vue visuel, et en fait, c'est clairement lié au fait qu'on veut apporter une expérience acoustique de qualité dans cette pièce. Donc on voit que de faire une salle qui respecte des contraintes acoustiques, c'est très contraignant d'un point de vue architectural. Il y a un exemple célèbre qui est le Philharmonic Hall de New York, qui a été complètement rasé en 1976 parce que l'acoustique était catastrophique. Alors pendant des années, ils ont essayé de corriger la salle, et puis ils ont fini par la détruire pour en construire une autre. Quand on ne prend pas en compte les contraintes acoustiques dès la conception de la salle, eh bien on peut être amené à avoir des mauvaises surprises, et ça devient très compliqué de corriger des erreurs de conception qui ont été faites dès le début. Mais revenons rapidement à la Philharmonie. Alors c'est une salle qui est très très bien pour les orchestres symphoniques et qui est conçue pour avoir la meilleure acoustique possible pour l'ensemble des spectateurs de la salle. Alors, c'est un peu moins vrai si on joue avec un orchestre de chambre. Alors, il y a des modifications qui sont faites dans la salle qu'on ne voit pas lorsque c'est un orchestre de chambre, mais si vous jouez un autre style de musique, eh bien la salle n'est plus forcément bien adaptée. Alors j'ai une anecdote amusante sur ce thème. J'assistais un jour à une conférence, c'était à l'auditorium de Radio France, où il y avait un conférencier qui refusait d'utiliser le microphone et la sonorisation qui était utilisée dans la salle, parce qu'il estimait qu'il était dans une salle avec une superbe acoustique, et il avait raison, et donc il pensait que tout le monde allait bien entendre. Sauf que la salle elle a une superbe acoustique, effectivement, mais pas pour quelqu'un qui parle tout seul, sans microphone.
La réalité, c'est que chaque type de musique devrait avoir un lieu dédié pour trouver sa meilleure expression pour les spectateurs. Ainsi, la Philharmonie ou l'Auditorium de Radio France pour les orchestres symphoniques, pour les organistes, les cathédrales, et ainsi de suite pour l'ensemble des musiques, et même si elles sont amplifiées. Alors qu'est-ce qui se passe dans une salle ? L'expérience que je vous ai fait vivre au tout début, en fait, c'est ce qui se passe dans une salle. Vous avez un son direct, vous avez des réflexions sur des parois, vous avez de la réverbération, et puis en fonction de ce qui est mis au mur, vous avez des phénomènes d'absorption plus ou moins importants. Et ça, en fait, ça fait longtemps qu'on le sait, d'utiliser le son direct et ses réflexions, c'est dans la manière de concevoir une salle, c'est ce qu'on appelle la méthode de Rayon. C'est une méthode qui est utilisée déjà dans l'Antiquité, et on connaissait les problèmes, et on trouvait déjà des moyens de les corriger. Par exemple, dans les théâtres antiques, on mettait ce qu'on appelait des vases acoustiques, qui en fait capturaient les sons médiums qui étaient trop prédominants, au travers de ce qu'on appelle des résonateurs de Helmholtz. Alors, le résonateur de Helmholtz, j'aurai l'occasion de vous en parler dans un prochain épisode de Démystifiant l'audio et l'acoustique. Et aujourd'hui, vous pouvez voir dans des salles de concert, mais également dans des lieux publics, des panneaux qui sont placés pour améliorer l'acoustique du lieu. Donc, on connaît des méthodes pour rendre le son des salles un peu plus mat. Mais la difficulté de tout ça, c'est que c'est très subjectif. Ce qu'on veut en ressortir d'un point de vue écoute, il n'y a pas de règle absolue. C'est vraiment un feeling de rendu. Grâce à l'essor de l'informatique, il y a aujourd'hui d'autres méthodes qui existent pour caractériser une salle. Et il y a une théorie très intéressante que je vais vous expliquer très brièvement, mais qui vous montre bien la complexité de ce sujet-là, qui s'appelle la théorie modale. Alors la théorie modale, en fait, c'est de chercher les solutions de l'équation d'onde de propagation du son dans une salle à partir de ces modes propres. En fait, globalement, une salle est le siège de différents modes de vibration. Alors, pour vous montrer ça un peu plus finement, je vous propose de regarder ces vidéos que j'ai trouvées sur internet, qui sont les expériences des plaques de Chadli. Alors l'expérience des plaques de Chadli est une expérience très intéressante. Alors on n'est pas en 3 dimensions, puisqu'on parle de plaques, donc on est en 2 dimensions. Et donc ces plaques, on va placer des petits grains de sable dessus. On va l'exciter avec un petit haut-parleur à différentes fréquences. Et ce que vous allez voir, c'est qu'il se crée des formes géométriques sur cette plaque en fonction de la fréquence d'excitation auquel on la soumet. Alors, ce repositionnement des grains de sable sur la plaque, en fait, il se positionne là où la plaque ne vibre pas. Donc là où on est en fait sur des nœuds de vibration. Ce qu'on a là visuellement, ce sont des modes propres de vibration de la plaque à différentes fréquences. Donc je vous laisse imaginer la complexité pour faire un violon par exemple, puisque globalement c'est un petit peu comme ça que tout vibre dès qu'on excite des plaques, et donc lorsqu'on fait un instrument de musique, on veut qu'il soit bien audible sur l'ensemble du spectre, et bien il faut arriver à faire en sorte que à chacune des fréquences qui vont être jouées, que l'instrument vibre correctement. Mais revenons à notre problématique de la salle. Donc vous voyez, à 2 dimensions, on se retrouve dans une situation où on a tout plein de modes de vibration possibles, et donc à 3 dimensions dans une salle, il va se passer la même chose. Il y a des modes de vibration privilégiés de la salle, mais aussi c'est aussi bien sur les murs de chaque côté de la scène que entre le sol et le plafond, et puis également ce qu'on appelle les modes obliques entre les différents murs de la salle. Alors, c'est pas pour ça qu'on va pas entendre les fréquences qui seraient jouées dans cette salle à des modes qui ne sont pas des modes de vibration de la salle, mais ces modes de vibration peuvent poser des problèmes.
Et notamment, par exemple, dans les studios d'enregistrement, on entend souvent parler de bass trap. Ce sont des systèmes qu'on met pour capter ces ondes en basse fréquence pour pas qu'elles soient trop présentes. Mais ce qui peut se passer dans certaines salles, peut-être que vous avez déjà vécu cette expérience, selon où vous êtes dans la salle, il peut y avoir certaines fréquences que vous entendez beaucoup plus fort et d'autres pas du tout. Alors effectivement, si la salle c'est un parallépipède avec des murs très symétriques, sans rien qui casse ces ondes, vous allez être certain de rencontrer ce genre de problème. Et d'ailleurs, la réalité, c'est que où est-ce qu'aujourd'hui on écoute des concerts, et ben, c'est notamment dans des salles polyvalentes, c'est-à-dire des salles qui sont faites pas que pour le concert, mais qui sont faites aussi pour le sport, globalement pour faire tout type d'événements. Eh bien, ce ne sont pas vraiment des salles qui sont bien adaptées en termes d'acoustique. Et souvent, l'erreur qui est faite et qui est dite, c'est que c'est pas grave, on met des enceintes et puis ça joue. Oui, mais non, parce que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, avec un musicien, eh bien, si vous mettez un haut-parleur à la place, vous aurez aussi un son direct, vous aurez aussi des réflexions, vous aurez aussi des phénomènes de réverbération. Et donc vous allez être confronté aux mêmes difficultés. Un ingénieur du son m'a dit un jour, mais c'est pas grave, on n'a qu'à mettre beaucoup plus fort le son direct, comme ça on sera moins gêné par toutes les perturbations liées aux réflexions et à la réverbération. Sauf que si on met beaucoup plus fort le son direct, et ben en fait on met plus fort tout. Donc en fait on ne résout pas du tout le problème. Alors même si les systèmes de sonorisation ont effectivement fait d'énormes progrès ces dernières années, il faut voir comment on écoutait de la musique au début des années 80 et aujourd'hui en termes de qualité de rendu on a quand même énormément gagné, mais si les salles ne sont pas bien adaptées, on a toujours des difficultés, on rencontre encore des problématiques. D'ailleurs, j'avais discuté avec un gros acteur industriel dans le domaine de la sonorisation qui me disait que globalement, il y a à peu près 10% des spectateurs, 10% qui se plaignent de l'expérience sonore qu'ils ont pu vivre sur un concert. Et d'ailleurs, si nous sommes régulièrement sollicités, c'est justement suite à ce type d'expérience. Alors, je vous renvoie sur notre site web, alors je ne sais plus si c'est là ou si c'est là. En résumé, nous, ce qu'on propose, c'est de garantir aux spectateurs d'un événement live d'avoir la meilleure place en termes d'expérience sonore. Voilà, donc c'était juste une petite parenthèse, je la ferme. Continuons. Quand vous regardez comment se remplit une salle, en fait, une salle se remplit sur 3 parties. Il y a les spectateurs qui se mettent devant, parce qu'ils veulent être plus près de la scène. Il y a les spectateurs qui se mettent au milieu, histoire de bien avoir une bonne vue d'ensemble. Et puis, surtout, il y a tout plein de spectateurs qui se mettent en grappe autour de l'ingénieur du son, parce que pour eux, c'est là où le son est le meilleur, et ils ont raison, puisque c'est là où il fait ses réglages, même si l'ingénieur du son, pendant les balances, va se promener dans la salle pour voir s'il y a une certaine homogénéité du son. La réalité, c'est que l'homogénéité, vous comprenez bien que c'est impossible à atteindre parfaitement. Et c'est vrai que c'est un vœu aussi bien de l'artiste que de l'ingénieur du son d'offrir un son homogène à tous les spectateurs de la salle. Mais maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'offrir un son homogène à tous les spectateurs d'une salle. Je vais vous prendre une autre analogie. Imaginez que dans un concert, vous demandiez à tous les spectateurs d'enlever leurs lunettes. Parce que on veut offrir la même chose à tous les spectateurs de la salle. Vous comprenez bien que c'est pas possible, et surtout, c'est pas parce qu'ils vont mettre des lunettes que l'expérience qu'ils vont vivre sera différente. Au contraire, elle sera améliorée grâce aux lunettes. Eh bien, sachez qu'en France, il y a 7 Français sur 10 de plus de 20 ans qui a des lunettes. Et la réalité, c'est que en matière d'audition, il y a une vraie intervariabilité de capacité auditive des personnes. Et je ne parle pas que des malentendants, je parle également de ce qu'on appelle les normaux-entendants. En fait, on n'entend pas tous de la même manière, pas tous la même chose. Et que globalement, on devrait tous avoir une aide auditive pour mieux vivre les expériences sonores. Et donc, et si sur la vision on est à 7 Français sur 10, je vous laisse imaginer où on est sur l'audition. Alors, est-ce que l'avenir est à l'écoute personnalisée? Moi, je le crois. Hein, c'est pour ça que Augmented Acoustic existe. Et je pense que c'est l'avenir
du concert, afin justement de pouvoir répondre à la problématique qu'on rencontre dans les salles de concert. Alors c'est pas pour ça que ça va changer comment ça se passe aujourd'hui, mais de pouvoir apporter une solution alternative aux spectateurs qui le souhaitent, c'est-à-dire des lunettes pour le son. Aujourd'hui, seuls les malentendants s'équipent, et encore, lorsque les salles le permettent, mais en réalité, tous les spectateurs devraient pouvoir avoir le loisir d'avoir une expérience alternative. Je pense que dans quelques années, les lunettes pour le son seront quelque chose d'assez anodin que l'on pourra trouver dans tous les lieux de concert. Mais bon, pour l'instant, l'important, c'est que les concerts nous reviennent, voilà, que cette crise sanitaire s'arrête. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvons-nous rapidement dans les salles de concert, et d'ici là, écoutez de la bonne zik. Je vous remercie.